c'est clair sur BFM Business. David Dobar reçoit les décodeurs de l'écho. Danone veut donner une nouvelle image, Danone veut du bio désormais. Pour ce faire, le groupe n'a pas hésité à mettre un peu plus de 12 milliards de dollars sur la table pour s'emparer d'une entreprise spécialiste des produits bio et d'origine végétale, produits bio laitiers. Cette entreprise, elle s'appelle White Wave et on en parle donc ce soir avec nos décodeurs de l'écho. Bonsoir Camille Harel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste LSA, spécialiste notamment de la grande consommation et de la conso. Bonsoir Christophe Chaptal. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur du cabinet en stratégie et organisation CCEA. Et on retrouve également dans quelques instants, on retrouvera même plus précisément Grégory Volokin depuis New York. Car je vous le disais, Danone se veut désormais bio, en tout cas se donne pour objectif d'être le numéro 1 mondial du bio. Danone et la santé, c'est une très très longue histoire d'amour qui nous est racontée par Jean-Baptiste Huette. Danone, c'est d'abord un homme. Isaac Carasso, ce franco-espagnol, va fonder l'entreprise en 1919. C'est une époque où l'on redécouvre les bienfaits du lait caillé ou fermenté, le yaourt, idéal pour soulager les maux d'intestin des enfants de Barcelone. Isaac surnommait son fils Daniel Danon. Petit Daniel en catalan, l'entreprise s'appellera Danone. Les premiers yaourts sont vendus en pharmacie, puis dans les crèmeries avant d'atterrir dans les magasins d'alimentation. 1929, Daniel Carasso, le fils, vient d'avoir 23 ans. Il crée la société parisienne du yogourt Danone et inaugure le premier point de vente dans le 18e arrondissement. Danone se développe en jouant principalement sur la thématique de la santé et du plaisir. Dans les années 40, la famille Carasso rejoint New York. Daniel reprend une boutique de production de yaourts dans le Bronx. Et après la guerre, les 30 Glorieuses vont permettre à l'entreprise de se développer. Fusion en 1967 avec Gervais. Gervais Danone devient le numéro 1 des produits laitiers en France. Le groupe en profite pour acquérir d'autres marques comme Panzani. Arrive 1972, année déterminante. Daniel Carasso rencontre Antoine Riboud qui dirige à l'époque BSN, le leader de la bière et de l'eau minérale. Le courant passe, c'est la fusion. Bonjour BSN, Gervais, Danone. Les années 80 seront celles de l'expansion européenne. Danone multiplie les acquisitions. Amora, Maille, Liebig, Volvic. Après l'Europe, le monde. Dans les années 90, cap sur l'Asie et l'Amérique latine. En 94, Antoine Riboud unifie la marque. Adieu BSN, Gervais, Danone. Bonjour Danone. À la fin des années 90, Franck Riboud, le fils d'Antoine, reprend le flambeau. La stratégie se décline autour de 3 axes, les produits laitiers frais, les eaux et les biscuits. L'entreprise développe parallèlement toute une politique basée sur la santé et la responsabilité sociale. Aujourd'hui, Danone s'est resserré sur la santé, abandonnant au passage les biscuits. Emmanuel Faber est devenu le nouveau directeur général. L'entreprise dégage plus de 22 milliards de chiffre d'affaires. Elle est présente dans plus de 130 pays et 60% de ses ventes sont réalisées hors d'Europe. Voilà donc ce rappel des faits signé Jean-Baptiste Huette. Alors on part tout de suite à New York. On nous attend Grégory Volokin. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Le bio à New York, il faut le préciser, hein, ce deal il est évidemment pas innocent pour Danone. Le bio, c'est la tendance du moment. Alors je dirais que c'est carrément un phénomène de société important. Si vous allez dans un supermarché, ce qui m'arrive évidemment très souvent, vous allez au rayon des produits laitiers. Bien sûr que vous voyez dans un coin les yogourts Danone, mais vous allez voir la moitié de ce comptoir réfrigéré avec des produits bio, avec des laits de soja, avec des yaourts organiques. C'est là qu'il y a la croissance dans l'alimentation. Si vous regardez d'ailleurs une compagnie comme White Wave, c'est une croissance des ventes annuelles sur les 5 dernières années de 12% en moyenne par année, ce qui est pratiquement 2,5 fois plus forte que celle de compagnies traditionnelles, justement comme un Danone. Ça va forcément, sans mauvais jeu de mots, mais aiguiser les appétits. On peut s'attendre à une surenchère là sur l'offre de Danone ? Là, je vous entends
pas, mais vous pouvez répéter votre question, je vous entendais pas. Je voulais savoir si on pouvait s'attendre à une surenchère sur l'offre de Danone. On sait que si le bio est vraiment la tendance, des grandes entreprises comme PepsiCo notamment ou comme Coca vont forcément y aller. La grande question, c'est que on savait que plusieurs compagnies étaient intéressées dans White Wave. Ce qu'on voit quand même, c'est que Danone paye un prix relativement élevé. Et l'autre question, c'est est-ce que des compagnies comme PepsiCo ont envie de se lancer actuellement dans une guerre des bids, parce que l'accord qu'a signé Danone protège vraiment Danone, puisqu'ils ont le droit d'abord, s'il y a un bid, de surenchérir, et ils ont aussi le droit, si White Wave décidait d'aller vers un autre acheteur, ils ont droit à un dédommagement de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc il peut y avoir d'autres bids, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, des actionnaires de White Wave, aujourd'hui, un fonds d'investissement a dit, écoutez, vous vendez beaucoup trop bon marché. On estime que la compagnie vaut entre 75 et 80 $ l'action. Quelle est l'image de Danone aux États-Unis ? C'est une très bonne image, mais c'est pas une image d'une compagnie particulièrement diversifiée. On connaît vraiment Danone pour ses yogourts. Hein. On connaît pas trop les autres activités de Danone, notamment au niveau de l'eau minérale. Mais je dirais surtout, Danone n'a pas une image encore de produits bio ou de produits nature, santé, vers lesquels une grande partie maintenant des acheteurs se portent. Donc l'idée de Danone, je la pense non seulement est excellente, mais je dirais il faut aussi souligner qu'en fait Danone, la décennie dernière, avait vraiment essayé un grand effort de développement vers les pays émergents, qui n'a pas été très réussi, que ça soit en Asie, que ça soit au Brésil. Maintenant, cet effort va vers des marchés beaucoup plus mûrs, mais aussi beaucoup plus sûrs. Et je dirais l'exemple, c'est cette grosse acquisition aux États-Unis aujourd'hui. Danone qui espère donc doubler sa taille aux États-Unis avec cette acquisition, ça placerait le groupe sur l'échelle de l'agroalimentaire à quel niveau à peu près ? S'ils doublent leur vente aux États-Unis, alors vous citiez combien, de 25 milliards de dollars de ventes par année. Ils vont rajouter 25%. On va arriver, White Wave à 4 milliards de ventes en gros, donc ils vont passer à 30 milliards. C'est important, c'est un chiffre relativement important, mais ils sont quand même loin derrière les General Mills, les Kraft, etc., etc. Mais vraiment, je pense qu'il faut noter, c'est que c'est l'exposition aux États-Unis de Danone qui passe de 12 à 24%, et c'est le fait que c'est dans le secteur où la croissance est beaucoup supérieure aux autres secteurs de l'alimentaire. Merci beaucoup Grégory Volokhin d'avoir été avec nous depuis New York. Christophe Chaptal, on le voit là, Danone souhaite désormais devenir le numéro 1 du bio. On a surtout l'impression que Danone cherche à se redonner une image qui est bonne. Hein. Danone a une bonne image en termes de marque, mais à se redonner une image de marque encore plus clean, encore plus propre, encore plus bio pour le coup, effectivement. Oui, mais je parierais sur leur sincérité. Je crois que Danone, aujourd'hui, très clairement, a un modèle éthique sur lequel ils communiquent fortement. Et à chaque fois qu'ils ont l'occasion de le dire, ils expriment leur attachement au fait que l'ensemble des parties prenantes doit être satisfait. Et parties prenantes, ça veut dire les producteurs, le consommateur, mais aussi la planète. Et bien sûr, ils font du business, bien sûr, ils prennent des opportunités, mais je crois sincèrement que le modèle économique de Danone, fortement ancré sur des notions d'éthique, est pertinent. Donc il y a eu des égarements pendant l'histoire de Danone, quand Jean-Baptiste nous rappelait les mailles tout à l'heure, les gâteaux aussi également. Ça a été des erreurs ? Tout groupe industriel fait des erreurs, parce que quand on agit et quand on bouge, on fait des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie affichée de Danone aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils feront des erreurs encore, mais en tout cas, le message est extrêmement clair et la stratégie est parfaitement lisible. Et ça, c'est intéressant. Cette stratégie, donc, comment est-ce que vous la définiriez ? Je crois que c'est une stratégie qui consiste à satisfaire le consommateur, véritablement, tout en prenant en compte les parties prenantes, que sont les producteurs et la planète. Et là-dessus, ils appliquent un modèle économique où la rentabilité paraît bonne. Justement, Camille Harel, il y a eu là 2 annonces quasiment coup sur coup de Danone. Il y a eu ce rapprochement avec Michel et Augustin, et puis il y a donc ce rapprochement avec White Wave. Est-ce qu'en France, Grégory Volokhin il y a un instant nous disait oui, aux États-Unis aujourd'hui il y a que ça qui marche, ou quasiment. Est-ce qu'en France le bio a la même importance que celui qui peut, semble-t-il, avoir aux États-Unis ?
Le bio en France, clairement, c'est un marché en croissance exponentielle, parce que c'est quasiment une croissance à 2 chiffres depuis quelques années, parce qu'on a dépassé des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le bio. Donc c'est extrêmement rentable. Il y a de plus en plus de consommateurs qui se tournent vers ce type de produit-là. De plus en plus d'acteurs également ? Il y a toujours eu beaucoup d'acteurs, mais c'est vrai qu'avant c'était des acteurs très spécifiques sur ce marché du bio, et maintenant on se rend compte qu'en fait beaucoup d'acteurs du conventionnel se sont tournés sur le bio. Donc Danone d'ailleurs, avec la marque Lait de Vache, racheté donc Stonyfield aux États-Unis, en est un très bon exemple. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs industriels qui se sont tournés sur cette niche qui est vraiment une manne. Et en même temps, on se rend compte que les consommateurs sont de plus en plus dans une attente du bien manger, consommation durable, font attention à leur alimentation. Là, visiblement, il y avait 70% des consommateurs qui disaient qu'aujourd'hui, ils étaient attentifs à une alimentation plus saine, alors qu'ils n'étaient à peine 50% il y a quelques années. Donc ça montre vraiment qu'il y a une appétence pour ces produits sains pour son corps, mais également sains pour l'environnement et le développement durable. Juste un mot par rapport au rapprochement avec Michel Augustin. C'est vrai que quand on a une marque qui s'appelle Lait de Vache et qu'on se rapproche de Michel Augustin qui est sensiblement sur la même chose, même si la gamme de produits de Michel Augustin est beaucoup plus importante que celle des Lait de Vache, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a une marque de trop là ? Non, je pourrais vous poser à vous après également, Christophe Chaptal. Non, parce que c'est vrai que les deux entités ont vraiment une stratégie différente, et pour moi il n'y a pas du tout de cannibalisation entre les deux, donc ça se tient. Ouais, Christophe Chaptal, vous êtes d'accord ? D'un côté il y a une paire de vaches, de l'autre côté il y a une paire d'écoles de commerce. Moi je parierais plus sur la paire d'écoles de commerce, parce que je pense que le modèle Michel Augustin est plus robuste que le modèle Les Deux Vaches, qui me paraît être un MeToo un peu excessif. Alors, l'homme clé là-dedans, c'est Emmanuel Faber. Je vous propose de l'écouter, puis on va en parler dans un instant, parce qu'il est arrivé en 2015 et on a quand même l'impression que c'est lui qui a redonné un nouvel élan à Danone. C'est une vraie révolution à plein d'égards. Et en même temps, c'est dans une continuité et une logique extrêmement forte de tout ce que nous avons commencé depuis 10 ans avec la mission apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. C'est réinventer de nouvelles façons de concevoir cette santé, d'imaginer des produits qui ne soient plus seulement des produits d'origine laitière animale, mais aussi végétale, qui permettent de compléter les diètes, de rentrer dans de nouveaux moments de consommation. Une bonne partie de ces produits sont utilisés comme des ingrédients alimentaires, par exemple. Donc on rentre dans le cœur du repas au lieu d'être en dessert ou en snack. Nous devenons leader mondial du bio. C'est en soi une révolution. On connaît le bio depuis longtemps. On est leader aux États-Unis, Les Deux Vaches en France, Stonyfield aux États-Unis, mais on change d'échelle. Voilà, donc c'est une révolution parce qu'on change d'échelle et en même temps c'est complètement inscrit dans l'ADN de Danone. Cette transformation, on l'accélère. Voilà, Emmanuel Faber, donc le directeur général de Danone. C'est vrai, on n'a pas parlé je vous ai pas posé la question, en tout cas sur le côté végétal. C'est vrai que voilà, Danone était principalement sur l'animal. Il passe également aujourd'hui sur le végétal. Là aussi, c'est un marché en France qui a de l'importance, où ça reste quand même très minoritaire et très anecdotique. Ça, c'est un marché qui existe, qui a encore effet de niche. Mais en effet, là, il y a la marque Alpro qui est arrivée en France, donc une marque qui appartient à White Wave, qui est arrivée en France il y a quelques mois. Et tout de suite, ils ont essayé de percer le marché en se développant, etc., avec des aides culinaires, entre autres. Et je pense que c'est pareil, c'est un marché qui va continuer à prendre de l'ampleur, parce que finalement, bio, végétal, on est quand même sur des thématiques similaires. Il y a quand même un flou artistique quand même autour de tout ça, c'est-à-dire que typiquement Michel Augustin, j'imagine que beaucoup de monde pense que c'est bio, alors que ça n'est absolument pas bio. Entre ce qui est bio, ce qui est nature, ce qui est sain, enfin voilà, il y a quand même un flou artistique, on est d'accord, entretenu souvent par l'agroalimentaire. Après, un flou artistique, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il a accès à toute l'info qu'il veut, donc il suffit qu'il se renseigne un petit peu sur les marques et puis il le saura. Et puis de toute façon, comme on sent vraiment qu'il y a un intérêt pour les consommateurs, surtout français, là je parle pour la France, sur ces produits-là, je pense que quand même ils sont un petit peu au courant de ce qu'ils consomment. On en revient à vous avec donc Emmanuel Faber, je disais, Christophe Chaptal, il a pris les rênes en 2015, après donc la période Ribou, même si la période n'est pas totalement terminée, hein, ils sont encore aux affaires de près ou de loin. Mais est-ce que c'est effectivement lui qui a amené, parce qu'on se souvient en 2014 notamment, Danone souffrait sur des produits ultra frais. Est-ce que c'est lui qui a amené un renouveau de la marque? Est-ce que c'est lui qui a permis de relancer, n'est pas le terme qui convient, mais en tout cas d'apporter un vent frais sur cette marque? Il semblerait que son historique chez Danone soit très clair et qu'en tout cas son appétence pour l'éthique soit quelque chose de très très reconnu et légitime.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que apparemment, il sait parfaitement faire rimer éthique et rentabilité. Quand on regarde l'acquisition qui a été faite aux US, on s'aperçoit que le lait d'amande, de soja, de noisette est un lait sur lequel les marges sont très importantes, et plus importantes d'ailleurs que sur un lait traditionnel. Donc, on pourrait presque dire que Danone, apparemment, semblerait très à l'aise sur le croisement idéal qui consisterait à être à la fois éthique et rentable. Je pense que c'est la bonne stratégie aujourd'hui, parce que comme vous le disiez, le bio, c'est pas forcément quelque chose qui est d'une appétence immédiate pour le consommateur. Danone ne parle pas de bio, il parle de plaisir. Et il dit que ce plaisir doit être accroché à une démarche dans laquelle on prend en compte les parties prenantes, et notamment la santé. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se disent leaders du bio, mais au-delà de ça, il y a le plaisir. Il y a le lien émotionnel que la marque s'est nouée avec ses publics. Et je considère que ça, c'est intéressant. Camille Arel, sur la santé, il y a beaucoup de marques qui se sont brûlées les ailes. Il y a eu des procès, notamment. C'est compliqué de dire qu'on fait de la santé, qui est un terme très particulier, médical, quand on est une marque agroalimentaire. Bah, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes en effet sur le concept de l'alicament. Et d'ailleurs, c'est vrai que Danone a été touché sur ces marques Actimel et Activia. Donc il y a eu maintenant quelque chose qui s'est un petit peu redressé avec l'ANSES, etc., qui a mis en place un cahier des charges beaucoup plus strict, où en effet on ne peut plus dire tout et n'importe quoi, et on ne peut plus dire que manger un yaourt va faire du bien à sa peau ou va faciliter certaines, je sais pas, le transit ou autre chose. Christophe Chaptal, c'est pour ça que Danone ne parle plus de santé? Au bout d'un moment, si vous voulez, il paraît assez logique que bien manger, ça soit quelque chose de sain, et que mal manger ait des effets néfastes sur la santé. Alors les Américains sont aux premières lignes, puisque le taux d'obésité aux États-Unis est quand même important. Donc c'est les premiers à finalement avoir compris qu'économiquement, l'obésité n'était pas une fin en soi. Bon, je crois que les alicaments, etc., on en est revenu parce qu'il n'y a aucune sincérité là-dedans. Et le consommateur aujourd'hui commence un petit peu à revenir des discours dans lesquels il n'y a pas de sincérité. Donc la sincérité, à mon avis, est une demande forte aujourd'hui. Danone l'a compris, et en se positionnant sur le bio et sur un bio rentable, je pense qu'ils sont sur la bonne stratégie. Question que je peux vous poser à tous les deux, est-ce qu'il manque aujourd'hui un secteur à Danone dans les produits frais? Est-ce qu'il y a un segment sur lequel ils ne sont pas encore aujourd'hui? Sur l'alimentaire, je pense qu'ils ont déjà pas mal touché différents marchés. Après, sur le frais, comme on l'écoutait tout à l'heure, c'est vrai que Danone cherche quand même à s'étendre sur différents modes de consommation. Ils sont sur le dessert. Là, ça illustre le fait qu'ils vont rentrer sur un marché cœur de repas. Après, sur le frais, je suis pas sûr qu'ils puissent s'étendre non plus à outrance. Oui, pardon. Et la concurrence est extrêmement sauvage en matière d'agroalimentaire. Donc, d'aller prendre le terrain protégé de PepsiCo et d'autres leaders mondiaux n'est pas forcément une stratégie. Donc je crois que de se positionner comme il se positionne, une éthique rentable et intelligente me paraît tout à fait opportun. Quel peut être là l'avenir de Danone? Ce genre d'annonce là va se multiplier selon vous? Alors bon, là le prix mis sur la table est quand même assez élevé, Grégory nous le rappelait, mais aujourd'hui ça peut être la croissance de Danone, comme elle l'a d'ailleurs souvent été, ne peut être que de la croissance externe? Très clairement, Danone aujourd'hui a eu des gros problèmes sur les marchés dits en développement. Donc il se recentre sur les marchés sur lesquels il y a une sécurité à la fois sociale et économique. Donc des marchés matures, l'Europe, les États-Unis, etc., certains pays d'Asie. Il se trouve que l'acquisition, c'est le moyen le plus rapide de croître, parce que de créer une extinso à partir de zéro une marque, c'est long et coûteux, et que d'acheter une entreprise, c'est coûteux, mais c'est rapide. Et je pense que Danone est pressé de se développer sur ces marchés matures, et il me semblerait qu'il y aurait d'autres acquisitions en vue. Camille Arel? Oui, je suis assez d'accord avec votre point de vue, d'autant que Danone est quand même présent en Chine, en Russie, sur son activité laitière. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions en Afrique, là, en début d'année. Donc c'est vrai que je pense que renforcer des positions où ils étaient challengers sur des marchés matures, où en effet il y a un pouvoir d'achat élevé qui permet de faire croître les marques, je pense qu'en effet ça va être une stratégie qui va continuer à se passer. J'ai fait comme si je ne vous avais pas entendu, Christophe Chaptal, mais je vous ai évidemment entendu. D'autres acquisitions en vue, soit vous avez des infos, soit vous pressentez des choses, des acquisitions. Où est-ce que regarde Danone selon vous aujourd'hui? Je pense qu'il regarde partout sur les pays matures. Il est intéressant de voir que presque coup sur coup, ils ont racheté Michel-Augustin et cette entreprise américaine, deux sociétés que pratiquement tout oppose. Donc je pense que tout ce qui leur permet effectivement de se renforcer, soit sur de la niche, soit sur des marchés en très forte croissance,
est opportun pour Danone. Mais ce que je constate, c'est que Danone achète des sociétés qui sont extrêmement rentables. Donc que le regard se porte plutôt sur des sociétés rentables. Et on pourrait peut-être analyser le fait que Danone puisse les racheter. Effectivement, vous le disiez, ce sont deux sociétés, les deux dernières, donc qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire que les acquisitions seront tous azimuts ? Non, je pense que Danone résume un écosystème. Pour Danone, la marque, le produit, l'environnement, c'est un écosystème. Donc Danone veut installer ses écosystèmes alimentaires partout sur les pays matures. Donc des écosystèmes bio, des écosystèmes plaisir, des écosystèmes spécifiques pour des publics très ciblés. Partout où on peut faire de l'écosystème, partout où on peut satisfaire des parties prenantes, eh bien, il y a des opportunités de business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui donc pour nous expliquer dans ces décodeurs de l'écho ces deux acquisitions, parce qu'on parle beaucoup de cette dernière acquisition, donc évidemment parce que la somme est importante, plus de 12 milliards de dollars, je rappelle, l'acquisition de WhiteWave, spécialiste des produits laitiers bio et d'origine végétale de la part de Danone. Les décodeurs de l'écho donc ce soir étaient composés de Camille RL, journaliste LSA, spécialiste de la grande conso et de la grande distribution, et de Christophe Chaptal, directeur du cabinet en stratégie et organisation de CCEA. C'est bien comme ça qu'on prononce, CCEA. Merci beaucoup donc d'avoir été avec nous ce soir. Décodeur de l'écho, c'est terminé. Vous nous retrouverez évidemment pour la rediff le soir à partir de 23h30. Pas de décodeur le vendredi, vous le savez, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi en direct à 19h pour décoder de nouveau l'économie. Passez une excellente soirée. Dans quelques instants, vous retrouverez Tech & Co avec Sébastien Coinon. Très bonne soirée à tous. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.